I'll be calling Julien, directeur de marché, commerce et industrie au groupe La Poste. Julien, bienvenue pour la table ronde. Je vais appeler également tout de suite François-Xavier Pierrel, CDO, Chief Data Officer, ancien de chez Facebook, qui met en place toute la stratégie data du groupe Deco. And in English, I'll be calling Deva Rangarajan, who's Professor of B2B Sales and Academic Director of the Masters of International Negotiation. You can sit down, I'll just join you right now. So we'll talk about the future of AI. We just had a lot of questions about it. The main question today is how can companies, should we English, French? Let's mix that a bit. Français. OK. I don't speak French. Comment les entreprises peuvent-elles s'approprier l'IA? Comment les entreprises peuvent-elles s'approprier l'IA pour optimiser le temps des commerciaux et mettre leur performance sur orbite? So how can you use AI to improve salespeople's performances? And so the great thing is that Deva, as an academic researcher, you have a very strategic view, a broader view than people who are just la tête sur le guidon. Vous êtes la tête sur le guidon, and Deva is doing research on sales enablement, customer success, and so on. So that's great to have you here, Deva. François-Xavier, you work for François-Xavier, you used to work for Facebook, you now work for JC Deco, il y a déjà 4 ans maintenant, tu as créé le service data de JC Deco, c'est ça, donc on pourra parler de ce que vous commencez à faire maintenant pour les commerciaux. Hein, tu gères toute la data du groupe JC Deco. Julien, vous avez 150 000 appels entrants au groupe La Poste à gérer. Vous faites de l'analyse vocale, enfin, tu vas nous parler des différentes technologies que vous avez mises en place pour améliorer le CRM, pour aider vraiment les commerciaux. Comment mieux répondre à un appel d'offres. Vous avez une filiale dont tu vas nous parler, ProBias, qui vous aide énormément. Vous avez internalisé des choses. So let's go. First question, maybe I'd love to ask to, and I'll take time to sit down with you. You know what? Let me sit down. All right. Let's go on. So let me start maybe with you, François-Xavier. When we prepared this talk, quand on a préparé ce talk, on a parlé de Pernod Ricard. Et Pernod Ricard, c'est un cas d'école pour vous peut-être. En tout cas, ça vous inspire des choses peut-être au sein de JC Deco. Est-ce que tu peux, nous parler de Pernod Ricard, nous expliquer ce que ça peut t'inspirer au sein de JC Deco? Et on va essayer de faire ça de manière à ne pas utiliser des termes généralistes sur la vente ou sur les technologies, à ne pas citer des mots comme IA ou machine learning, etc., mais avoir des termes peut-être plus spécifiques techniquement pour qu'on comprenne specifically what it's all about. Let's be specific. Je t'en prie. You choose, so check your mics and you want this one? Non, ça fonctionne. Okay. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité. Alors, JC Deco en data, on a monté une équipe il y a 4 ans et demi, on est maintenant 75, donc on a massivement investi et le Covid a été un accélérateur assez dingue pour nous. Pour parler de Pernod Ricard, pourquoi on prend Pernod Ricard en exemple? C'est toujours intéressant, même si comparaison n'est pas raison, de regarder ce que les autres ont bien fait. Et en data, vous avez 2 options. Soit vous restez dans votre tour d'ivoire et vous pensez être plus malin que les autres, soit vous regardez ce que les autres ont bien fait. C'est exactement comme vous voulez changer le pneu de votre vélo. Vous allez sur YouTube, il y a toujours un gars qui a eu le problème avant vous. Et donc, on a rencontré les gens de Pernod Ricard et on discute avec différents data officers de manière très régulière. Et notre sujet, c'est de démocratiser l'usage de la donnée, de faciliter la vie de l'ensemble des opérations du groupe. Et nos opérations de groupe, c'est répondre à des appels d'offres, c'est opérer les contrats et vendre de la publicité. Et on doit servir finalement l'ensemble de cette chaîne de valeur. Donc, on a regardé Pernod Ricard qui a 2 similitudes fondamentales pour nous. La première, c'est une gouvernance familiale. Donc, quand le patron dit blanc, généralement, ça tombe un peu tout droit. Et c'est quand même une facilité pour faire de la transfo par rapport à d'autres groupes. Oui, impliquer la direction générale. C'est un des challenges de l'IA. Et nous, on a un sponsorship de Jean-Charles Decaux et de Jean-François Decaux qui est exceptionnel. Moi, je le reporte directement. Je suis directement rattaché au patron, ce qui est facilitant, pas toujours, mais majoritairement facilitant. Et de l'autre côté, on regarde aussi Pernod Ricard par la taille et la complexité de son business. Donc ce qu'on est allé leur piquer, c'est finalement, on avait l'idée depuis le départ d'avoir un portail de la donnée pour l'ensemble des métiers de l'entreprise, qui est un espèce de grand supermarché de la donnée dans lequel vous consommez de la donnée brute, de la donnée agrégée et de la donnée finalement plutôt destinée à des populations de terrain, les commerciaux, à qui on ne va pas demander de devenir data whatever dans l'histoire, mais plutôt continuer à être très bons dans leur métier et à nous de leur donner les outils.
Et donc Pernod Ricard a développé ce portail. Ils ont 7000 utilisateurs mensuels, toutes fonctions confondues du CEO aux commerciaux terrain, qui viennent consommer de la donnée d'une manière ou d'une autre. 7000 sur 11 000 employés, hein. C'est colossal. Et donc, on voulait racheter leur technologie, ils ont dit non, on va faire une alliance, et on va co-développer le portail data de demain d'un groupe pour faciliter la vie des métiers. Donc voilà ce qu'on fait avec Pernod Ricard. On a, nous, à peu près 1 millier d'utilisateurs derrière ce portail aujourd'hui, ce qui est déjà beaucoup, mais pas assez sur les forces commerciales. Data Mart, Data Warehouse, Data Lake, mettre de l'ordre, tous les gros mots. Tous les gros mots, mettre de l'ordre dans les datas, ça prend du temps. C'est un peu un travail d'homme de ménage, de femme de ménage, de devoir cleaner. Tu es arrivé il y a 4 ans, tu étais chez Facebook, il y avait cette culture data, arriver à avoir juste des données claires et précises, exploitables, ça prend combien de temps? C'est un projet infini. D'accord. La donnée, elle est produite tous les jours. Quand vous êtes commercial, vous faites un rendez-vous, vous remontez de l'info dans les systèmes CRM, elle doit être exploitable. Donc le jeu est jamais terminé. En revanche, il faut se donner les moyens de suivre le rythme de cette partie-là. So, using your data helps. Utiliser vos data, ça sert à répondre à des appels d'offres. Répondre à des appels d'offres, comment est-ce que ça aide les commerciaux concrètement à répondre à des appels d'offres? Peut-être, je te poserai la question également à la Poste, vous répondez à beaucoup d'appels d'offres. Mais nous, on a la chance qu'on a, c'est que les appels d'offres, quand vous recevez un appel d'offres d'une ville, c'est relativement la même chose. C'est assez souvent les mêmes terminologies qui sont utilisées, donc on travaille sur de l'analyse sémantique qui va permettre à ceux qui reçoivent les appels d'offres de les traiter plus rapidement et aussi de dégager des éléments de réponse plus facilement. Analyse sémantique, c'est un peu du chat GPT, enfin en tout cas analyser le sens des mots, les intentions de ton acheteur dans la demande pour pouvoir mieux préparer, rédiger. C'est du chat GPT, évidemment, même si... c'est pas un gros mot. Non, mais on ne regarde pas que ça. Et je suis désolé, je vais utiliser le mot bassiner. On nous bassine avec ChatGPT. Il y a d'autres technos qui sont super costauds. Nous, on utilise plutôt les solutions Amazon. Donc, on regarde aussi Bedrock, qui est l'équivalent. On regarde Bard côté Google. Et il est hors de question qu'on soit fermé avec une seule solution. Absolument. Réponse aux appels d'offres, La Poste, comment faites-vous au sein du groupe La Poste? Alors, il y a le groupe Bayes, ProBayes, c'est ça, qui vous aide énormément. Explique-nous. 1, 2, 3, ça va marcher très bien. Merci. Oui, bonjour. Donc oui, nous, la Poste Solutions Business, donc on est la force de vente de la Poste, donc B2B. Donc il y a plus de 1500 vendeurs partout en France. Évidemment, plusieurs canaux. Donc on a des vendeurs face à face, on a des plateaux télévente, on a évidemment un canal digital. On a plus de 300 offres à vendre, puisque la Poste, en fait, on a une palette d'offres très différentes. Évidemment, on vend des solutions de mailing, de marketing, des solutions pour le colis, des solutions logistiques, des solutions de services de proximité. Donc on a énormément d'offres différentes. Et effectivement, on a aussi beaucoup de données entrantes à travers, par exemple, nos plateaux de télévente ou évidemment tous les comptes rendus que peuvent faire nos commerciaux dans le CRM. Donc plus de 1500 appels entrants, plus de 900 000 appels sortants. Donc voilà. Donc effectivement, quand on se pose la question de comment améliorer le temps des commerciaux en utilisant l'IA, un des premiers volets, c'est effectivement sur la collecte de données. Et pour répondre à ta question sur le sujet des appels d'offres publics, nous, on répond à énormément d'appels d'offres publics, plus de 4000 par an. Sachant que la commande publique est énorme, il y a près de 159 milliards de commandes publiques chaque année, et nous on doit capter effectivement cette donnée, être efficace, et ça prend beaucoup de temps. Et donc on a une cellule d'appel d'offres classique qui est chargée d'identifier ces appels d'offres, de les scorer et de voir effectivement si on est pertinent pour y répondre. Et là on a travaillé effectivement sur comment améliorer ce process. Alors, on a la chance, effectivement, à la Poste, d'avoir racheté une entreprise qui s'appelle ProBayes. On l'a racheté en 2016. Très bon choix, ils sont à Grenoble, je crois. C'est ça, c'est une entreprise grenobloise qui a 70 personnes, spécialisée dans l'intelligence artificielle, avec des chercheurs, des data scientists, etc. Et en fait, qui est notre bras armé pour développer tous les usages dont on peut avoir besoin dans les différents domaines industriels, logistiques et du coup commerciaux. Et donc on a sollicité ProBayes pour nous aider là-dessus. Et donc on a développé effectivement, ils ont développé pour nous justement un outil qui nous permet effectivement d'identifier à travers de la sémantique les appels d'offres qui nous intéressent, de les scorer, de les
les mettre directement dans le CRM pour nos vendeurs. Et du coup, ça nous permet de répondre de façon beaucoup plus rapide, de façon beaucoup plus efficace et de façon beaucoup plus pertinente sur tous les appels d'offres sur lesquels on répond. Donc ça nous a fait gagner beaucoup de temps, ça a fait gagner beaucoup de temps à notre cellule d'appel d'offres. Ça nous a permis de répondre, d'avoir plus de temps pour répondre parce qu'on les identifiait, on les scorait beaucoup plus facilement. Et ça nous a permis d'améliorer notre taux de transformation et d'efficacité de près de 15% sur nos réponses aux appels d'offres. Ça a été mis en place il n'y a pas très longtemps. Ça a commencé en juin de l'année dernière, donc il y a 1 an. Et aujourd'hui, c'est efficace. Ça a pris un peu de temps. Nos équipes étaient un peu inquiètes au début en disant est-ce qu'on va bien, est-ce qu'on va pas passer à côté de certains appels d'offres, est-ce que ça va pas effectivement retirer une partie de mon travail. En fait, non. Voilà, petit à petit, les équipes se sont appropriées l'outil et voilà, c'est super efficace. Ça nous fait gagner du temps, et de la réactivité et de la performance commerciale. ProBayes, P-R-O-B-A-Y-E-S, d'après Thomas Bayes, le mathématicien. Alors, il travaille pour la Poste, il travaille pour toutes les entreprises. Donc, si vous avez besoin d'un partenaire, n'hésitez pas. C'est vraiment une super boîte, super appui. Alors, évidemment, il faut différencier les outils, les méthodologies de mise en place de l'IA dans des grands groupes et puis les plus petites sociétés. Donc, c'est un grand sujet. You are working as a researcher. You have a very long-term vision about everything, and you work on your main research topics are sales enablement and customer success, right? These are the 2 topics we saw in the trends that Joel presented. Yeah. So tell us more about that. What do you see in the future long-term? Absolutely. First of all, good morning, and I'm really sorry. My French teacher has only reached future proche. Je suis désolé, mais je n'ai pas employé d'intelligence artificielle pour traduire automatiquement. Yeah. So I'm still learning French, so I have to go a long way. If you can hear me back, I think before I go into sales enablement and customer success, it's very important. My understanding of a little bit of the words was data and CRM. Yeah. The question is, if you're looking at B2B, how good is the quality of data in your CRM? And if ChatGPT or generative AI is going to be looking at using this to create content, I think you're going to have a long way before people actually trust. I'm talking of the people in sales. The funny thing is, salespeople themselves are responsible for putting the information online, and we all know how good that is. And then if marketing is going to use that information to generate new ideas and new content and value propositions, good luck in terms of getting the other people. That goes into sales enablement, right? So sales enablement, sorry, you want to say something? No, yeah. So you talk about filling the CRM, that's a big pain, okay? People don't feel that. Is there any way that the CRM could self-fill, autofill? No, I think the fact... or enrich the data? It can, but the fact is for it to autofill, it has to base itself on data from the past. If the data from the past is crap, you're going to have crap in, crap out. Sorry for saying that. And again, it goes back to not now, 20 years ago when I did my dissertation a long time ago, and we were looking at CRM was a buzzword. Today, it's generative AI. You replace that, but 20 years before that, for those of you not aware, you go and take a look at the productivity paradox, which was in the 1980s. The guy who came up with the term won the Nobel Prize for economics, about how despite investments in technology, there was not a lot of productivity going up. So if you try and take a look at it, it's about discipline. And discipline is what is more important before we can get into other aspects. So in my opinion, yeah. So you have to clean your data, you have to take care of all that. Absolutely. And the idea is that we talk about the main topic is AI, the main word is AI. You know, your CEO, you just said, just woke up at, hey, what do we do with AI? So that's the main topic. Yes. But in order to have good AI, you need to have good data, and that's something we need to consider as well. So if anybody's a CEO in the room, I apologize for what I'm going to say. Every CEO goes to a fancy business school like where I work. They hear a fancy term, or they wake up, they see somebody is using it, so we have to use it. And then they delegate it to people within their company or go to a McKinsey and commission a very rich report. That's the issue that you face. So the CEO needs to be informed. You also, at La Poste, you manage, à La Poste, vous avez des appels d'offres, mais vous avez également de la voix. 150 000 appels, je crois, vocaux. Voice to CRM, c'est une solution, c'est quelque chose que vous faites. Oui. Comment on peut gérer, on a parlé de scorer les appels d'offres, mais la voix, comment on gère tout ça? Alors effectivement, ça c'est aussi quelque chose qu'on est en train de développer. Donc, on est plutôt aux prémices de ça. C'est effectivement à partir de tous les appels entrants,
On enregistre les conversations. Effectivement, de ces conversations, on capte effectivement un certain nombre de données, évidemment les données interlocuteurs, les besoins. Il y a un certain nombre de données qui vont directement, effectivement, qui permettent d'aller directement dans le CRM. Évidemment, le télévendeur ou le vendeur va vérifier que les informations correspondent bien. Il y a quand même une étape de vérification, mais ça lui fait gagner beaucoup de temps dans la saisie qu'il a à faire du CRM. S'il y a des responsables commerciaux ici, on sait que le temps de saisie dans le CRM, c'est pas ce que nos commerciaux aiment le plus. Et tout ce qu'on peut leur faire gagner de temps là-dessus et de simplification, c'est évidemment hyper utile. Donc c'est ce qu'on fait avec cette technologie effectivement de Voice to CRM qui va en fait enrichir directement le CRM, à la fois des données clients, à la fois des données de contact. On a des listes de fonctions aussi. Par exemple, avant, on avait des listes de fonctions. Voilà, directeurs commerciaux, directeurs supply chain qui étaient fermés. Maintenant, elles sont ouvertes, elles sont enrichies directement avec la voix. Donc, ça fait aussi gagner du temps. Et puis, demain, effectivement, on imagine effectivement utiliser effectivement aussi toutes ces données pour retirer des données marketing et faire évoluer nos offres à partir des besoins qui ont été exprimés par nos clients dans tous ces appels entrants. Donc, si j'appelle un hôtel, par exemple, et je dis j'ai envie d'une chambre pour 2 avec petit déjeuner, avec un lit double, automatiquement, le CRM on peut capter dans le message, dans la voix, la retranscription, dans la retranscription, capter les mots et remplir le CRM. So autofill the CRM with voice analytics, that's what you do at La Poste. C'est exactement ça. Ouais. Incroyable. Incroyable. Et donc, vous parlez du temps des commerciaux, hein, c'est le sujet. C'est vrai que 64,8% du temps des commerciaux est passé à des activités où ils ne génèrent pas de revenus. Donc, est-ce qu'il faut transformer les commerciaux? L'objectif, c'est quoi? C'est de faire qu'ils ne fassent que de la vente, de réduire ça. À votre avis, c'est 64% de temps où ils ne génèrent pas de revenus. C'est un peu comme si on disait à un footballeur, tu marques pas de but, là, tu dois t'occuper de la paperasse. L'objectif réaliste, ce serait de réduire ce pourcentage à combien? How much can we reduce the 64% of salespeople's time where they do not sell? Where do you think we could go? Vous voulez essayer de donner un chiffre là-dessus? D'ici 5 ans, on pourrait espérer réduire le temps des commerciaux, le temps non-sales time of salespeople. On pourrait le réduire jusqu'à combien, à votre avis? 50%? Je ne saurais pas donner un chiffre, très honnêtement. Tout est enregistré, voilà, on vous ressortira ça dans 3 ans. Très honnêtement, je ne sais pas vous donner un chiffre. Non. En revanche, ce que je vois et ce que je sais, c'est qu'on est vraiment en train de développer des usages qui permettent de faire en sorte que nos commerciaux, en particulier nos commerciaux face-à-face par exemple, gagnent du temps sur des tâches administratives ou sur des tâches qu'ils ont à faire. Un autre exemple que je peux donner, c'est par exemple, aujourd'hui, là aussi on a développé un usage qui est que le commercial qui arrive le matin à son boulot ou qui a évidemment son smartphone, on va lui pousser les 10 clients qu'il a appelés dans la journée sur la base d'un scoring de chiffre d'affaires, de données clients. Et là où avant, c'était lui qui faisait ce travail, qui devait cogiter pour le faire, il devait se dire, tiens, qui j'appelle aujourd'hui? Aujourd'hui, ça lui est poussé automatiquement. Et donc, ça lui fait gagner énormément de temps. Voilà, c'est une recommandation. Et ça lui fait gagner énormément de temps et ça lui permet de se concentrer sur sa valeur ajoutée qui est le temps que je passe avec mes clients. Alors, l'adoption, having salespeople who actually agree for using AI, how you say that your CRM recommends to salespeople some accounts they should call today, but how can they trust? Do they say, well, this is bullshit? You know, when I watch Netflix, Netflix recommends me some stuff, but should I? Can you explain why you choose that? Est-ce que vous expliquez pourquoi vous avez fait cette recommandation? Any idea about recommendation system, Deva? Je dirais que le premier point, pour nous, c'est de développer le produit avec les équipes. Et je pense que tous les projets data qui plantent, généralement parce qu'on se met dans notre coin, on développe des trucs en pensant savoir, et finalement, on n'est pas des commerciaux. Et on n'est pas confronté au terrain toute la journée. Donc le premier enjeu, et en préparant, c'est ce qu'on se disait, ça peut paraître un peu tarte à la crème de dire il faut que les métiers s'emparent du sujet, mais je le pense sincèrement. Il n'y a pas de projet data, il n'y a pas de projet IA, il y a des projets business dans lesquels il y a de l'IA ou de la data. Et donc, si les équipes commerciales, les directions commerciales viennent nous dire « Moi, mon point d'emmerde, c'est l'analyse de mes données.
et je veux préparer mes équipes à ça. Ou au contraire, je veux avoir des braquets de négociation quand je les envoie face à mes clients. Nous, on sait faire après. Mais il faut venir avec un cas d'usage, Un brief précis, un cas d'usage et une demande. Ce sont nos principaux clients. Nos principaux clients sont des clients internes. Si on a un bon brief, c'est exactement comme le prompt. Hein. Si vous avez un bon prompt auprès d'une équipe technique qui est à votre service, nous, derrière, on est capable de développer. Bon, aujourd'hui, pour cette table ronde, c'est moi qui suis votre votre Exactement. prompteur, qui vous prompte avec des questions. J'espère qu'elles vous semblent pertinentes. Donc, yeah, you have an idea. So, two questions. First one was, how much time can we save, you think? And then... The first one is how much time can you save? Again, it depends upon the organization and the salesperson as well. Technology is there. So for example, last week I was in a presentation where Microsoft was showing its Dynamics and Viva, I think, and they were talking about how, I'm sorry for dropping one company name, but they can actually literally take a look at a conversation which you record on Teams, it's transcribed, and with generative AI, there is a summary, so you don't have to write a visit report. You can actually put Now, along with the visit report, you can combine that with ERP data from that customer. Les données de l'ERP. It auto-generate, assuming that the match, the ERP and CRM is matched. If you can do that, it can auto-generate an email. That auto-generative email together with LinkedIn, and remember he was talking about the profile of the people. Yep. You can look at crystal nose or things like that, and you can say, this kind of method or email should be sent to the person. Now, that can reduce time, but the problem is, do salespeople trust it? No, that is the next story altogether, because salespeople's first question is, how much can I trust the algorithm where I know my customer better than technology? Now, you need to change that mindset, and for that to happen, you need leadership, buy-in, and leadership themselves using it. So the numbers will depend upon how the leaders buy into it and drive it. That's number one. And KPIs as well. Absolutely, because salespeople work with KPIs. Now the question is, your KPIs have to be smart. When you roll out a technology, the first thing you have to ask is, hey, use the technology and we'll reward you for it. Then slowly take it out and then start looking at the activities and the quality of the data. And essentially, if you look at data, the way we are right now, there are three waves. There is data description, which is what salespeople trust. Prescription, not yet. Prescription is they say you have to do this. Here is a white spot in that key account. Whether they trust it or not depends upon how much they trust the quality of the data, which, by the way, they are responsible for. It's a catch-22. So, but then you have generative AI, so they won't need to trust. They will just see the email suggestion and say, ignore. Well, yeah, okay, it's better than what I would do. They'll ignore it, right? In the past, we had marketing qualified leads. Yeah. Do they follow it up? No. At the end of the day, salespeople are salespeople. You're going to have some people who will accept it, and you need to use those as catalysts inside. So, une des choses que tu nous dis ici, Deva, c'est il faut connecter. You have to connect your CRM with the ERP, with LinkedIn, with this, and that. So, how much do you connect the CRM with other sources of data? Is it important to connect the CRM with everything? C'est une voie nécessaire. On n'a pas le choix. C'est une voie nécessaire. Après, le plus dur, je pense que c'est l'exploitation. Connecter la donnée, récupérer la donnée, c'est un des points de départ qui est essentiel mais qui n'est pas suffisant. Et ensuite, c'est comment est-ce qu'on transforme, comment on le met entre les mains des équipes commerciales et des équipes marketing, en n'oubliant pas que même si on peut générer un email automatiquement, ça ne remplace pas le feeling que vous avez avec la personne qui va le recevoir. Si vous le connaissez, vous êtes déjà allé à un match de foot, vous avez dîné avec lui, il y a tout un ton dans les emails, et encore plus en français, qui vient mettre de la nuance dans tout ce que vous pouvez écrire. Donc le transcript de réunion, on va gagner un temps de dingue, créer des PowerPoint, il n'y a pas de sujet, mais il y a quand même toute cette émotion finalement dans la relation commerciale dans laquelle la data ne peut pas faire grand-chose. L'émotion, effectivement. Et nous, je voulais réagir parce que c'est exactement les freins qu'on a rencontrés, nous, sur le sujet de « je vous pousse les 10 clients que vous avez appelés aujourd'hui ». Les commerciaux, au début, disaient « non, mais attends, moi, j'ai pas besoin de ça, j'ai tout dans ma tête, mon portefeuille client, je le connais, j'ai pas besoin d'outils pour faire ça ». Donc c'est évidemment les freins qu'on pouvait avoir. Et donc, je rejoins le fait qu'effectivement, ce projet-là, on l'a construit avec les équipes. On a commencé par un POC avec 2 régions. On a regardé comment ça marchait, comment les commerciaux réagissaient avant de le déployer. Et donc, effectivement, il y a, comme tout projet, en fait, il y a de la conduite du changement à faire pour que ces outils soient appropriés par les forces de vente et qu'ils se rendent compte
du temps que ça peut leur faire gagner et derrière de l'efficacité, de la performance qu'ils peuvent avoir, parce que s'ils arrivent à augmenter le nombre de rencontres qu'ils ont et le nombre de ventes, évidemment, ils en bénéficieront parce qu'ils auront un commissionnement meilleur, etc. Donc, voilà. Co-construire with salespeople, co-construction. Moi, il y a 22 ans, dans un groupe de data, j'étais directeur commercial dans un grand groupe qui s'appelle Dow Jones. J'étais à Londres, je manageais 8 pays. Et on a déployé Salesforce il y a 22 ans. Salesforce vient de fêter ses 23 ans, hein, donc c'était tout le début. Et un des problèmes que j'avais, c'est que j'ai un directeur, un sales à Londres, qui vient me voir et qui me dit JP, we have a problem. The IT guy talks to me about the CRM and he talks about agriculture. So what about agriculture? Le mec, un commercial vient me voir et dans cette société, on a implémenté un CRM et il me dit, il y a un problème, le mec de l'IT me parle d'agriculture. Je dis, pourquoi il te parle d'agriculture? Viens, on va le voir. On va le voir. Et le gars de l'IT disait, demandez juste au commercial, quel champ veux-tu qu'on crée? What fields you want to be created in the CRM? Et là, je me suis dit, on a un problème, les amis, c'est qu'ils ne comprennent même pas les mots de base. Alors, champ, aujourd'hui, c'est ridicule, tout le monde comprend. Mais analyse sémantique, LLM, voice, etc. Est-ce qu'on comprend tous ces termes? Donc, cette co-construction, comment on peut la faire si il faut commencer par de l'acculturation, de la formation? Quels sont les freins que vous avez pour les grands co-construire? poncifs de l'acculturation, de la formation et du transfert de compétences. Après, le parti qu'on a pris côté Deco, et je pense qu'il est pris dans pas mal de sociétés, c'est que finalement, qu'il y ait de l'IA ou une autre techno derrière, je pense que les équipes commerciales s'en foutent. Ils veulent un produit qui fonctionne, qui les aide à prendre leurs décisions, qui les aide à faciliter leur vie, et quelle que soit la techno derrière, nous, on essaie de pas les emmerder avec. C'est pas leur sujet, en fait. C'est expliquer une relation commerciale. Nous, on a plutôt des profils techniques. On ne met pas tellement les pieds dedans, on essaie de rester dans notre champ, mais plutôt de comprendre la problématique qu'on doit résoudre. Après, la techno derrière, c'est comme quand vous allez manger dans un bon resto. À moins que vous soyez fan, la technique, c'est pas ce qui vous intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a dans l'assiette. Si je vous demande justement de citer 3 problématiques, celles que vous voulez, vous avez déjà parlé de certaines d'entre elles, 3 problématiques qu'il faut résoudre pour aider les commerciaux. If I ask you 3 pain points that you can solve for salespeople, what would they be? If you're going to help the salespeople, help them define the process. Définir le process. What is the process we're going to sell? Second thing is not every customer wants to have a relationship. There are one-night stands and there are weddings. We should know which kind of customers we need to be focusing our attention on. Tous les clients ne veulent pas le même niveau de relation. Certains. And that goes into the fields in my CRM. Your sales process drives the fields in your CRM, and based on that and how we want to maintain relationships with the customers is going to drive how much they need to input data. That gives the time. In my opinion, that is where it boils down to, and companies fail, is when I say, I want a CRM, and the first question should be, what is my sales process? What kind of customers we want to go after? And then start defining it. And how many times have we heard companies globally saying, I'm going to roll CRM out of the United States, and the European market is so different. Rings my bell. And then essentially you have, but nobody uses CRM because it's not aligned to the processes here. And the same thing goes for you as well. Huh? If you go global, you cannot do it based on what you do here and expect it to work in Asia Pacific or in India. So it depends upon how we use it as well. So we talk about sales and marketing alignment, but what about IT and sales alignment? I mean, est-ce que vous demandez aux sales de définir leur sales process, de bien comprendre leur persona, de bien comprendre leurs étapes de vente pour adapter le CRM? Est-ce qu'il y a différentes vues du CRM qui sont faites selon les personas, ou c'est le même CRM qui descend pour tout le monde? Nous, à La Poste, on a développé notre propre CRM, en fait. Oui, parce qu'on a, il y a la différence entre les grands groupes et les plus petites sociétés. On a une typologie de clients tellement variée, et puis là aussi, et un nombre d'offres, comme je le disais, tellement varié, qu'on a dû, du coup, développer notre propre CRM. Donc, pour le coup, il est adapté, effectivement, à chacun de nos canaux de vente et chacun de nos commerciaux. Et pour répondre à la question des 3 sujets, nous, qu'on travaille pour améliorer le temps, c'est c'est comment on peut aider les commerciaux dans la collecte des données et leur faciliter la tâche. Donc c'est ce qu'on évoquait, c'est quand même comment quand même je renseigne correctement mon CRM et de la façon la plus simple, facile et qui me soit utile derrière. Donc c'est la collecte de données. La deuxième, c'est un certain nombre de tâches administratives que j'ai à faire. Comment est-ce que vous m'aidez à les simplifier? Je donne un exemple à un commercial chez nous, quand il cherche
pas une grille tarifaire, un modèle de contrat, une spécification sur une offre. En fait, comme on en a beaucoup, voilà, comment est-ce que je l'aide là-dessus? Donc on a là aussi développé un moteur de recherche intelligent qui va l'aider à aller capter les données dans les différents outils. Donc ça, c'est la partie tâche administrative. Et puis la troisième chose, à mon avis, qui est intéressante et importante pour aider nos commerciaux, c'est effectivement comment je l'aide dans les offres et dans les recommandations qu'il va faire à ses clients. Et donc là, simplifier la partie construction de propositions commerciales et de devis, qui sont aussi des tâches administratives et sur lesquelles il peut gagner aussi beaucoup de temps. Donc c'est vraiment ces trois sujets-là, la collecte, la recherche et puis la recommandation qu'il peut faire à ses clients. Et c'est vrai qu'on a vu le 16 mars, il y a eu une présentation Microsoft qui annonçait Microsoft Copilot. Et une des choses, c'est justement la construction automatique d'un devis à partir de différents documents de spécification du produit, à partir du devis Word, générer automatiquement un PowerPoint, super impressionnant, j'ai pu voir ça. À partir du PowerPoint, on a vu Synthesia tout à l'heure générer un avatar qui fait une vidéo de présentation de la chose. Enfin, je veux dire, c'est jusqu'où on va aller, quoi, en termes de choses. D'accord. Donc, on parlait justement jusqu'où on va aller. On parlait ensemble en préparant, François-Xavier, d'autonomiser les commerciaux. C'est ça le but ultime, le sales enablement. Can we talk about sales enablement? Nous, c'est le but. Je ne sais pas quand est-ce qu'on y arrivera, ouais. Mais le but, c'est de les rendre autonomes. Et autonomes de leur capacité à analyser des données, à accéder à l'information, à trouver finalement les lignes grises dans les recommandations qu'on pourrait même faire avec de l'intelligence artificielle ou de l'algorithmie. Pour illustrer ça, nous, on a 80 pays à gérer. Et sur les systèmes CRM, on n'en a pas un seul. On s'est adapté finalement aux cultures, aux présences, à l'historique des marchés, à leur legacy. Ce qu'on veut, c'est que la donnée soit bonne à l'entrée et qu'elle nous permette derrière de développer des systèmes de recommandation sur lesquels, comme on co-développe avec les commerciaux, on espère que l'adoption sera favorisée. Et à la fin, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient autonomes. C'est vraiment sales enablement, c'est vraiment la clé. La tech doit être indolore. Elle doit être quasiment imperceptible finalement derrière. Invisible, exactement. So I hope I understood you correct, but building on that, so if you want to look at sales enablement, at the end of the day, it depends upon what stage your company is. If your company is a product-driven company with many SKUs or many products, then it becomes a glorified digital brochure, right? You can follow up, you can do AI, you can generate content, everything else. You can follow up. If you are much more of a bigger organization, guess what? It's not going to be used. People still use SharePoint. But what it becomes is actually a learning management system where you start onboarding your employees, and sales enablement becomes where you actually onboard and put your training content so that your people get very productive very fast. So essentially what you're going to see is how AI is going to be used in that is going to depend upon how and what you're using it for. So ask yourself the question, are you a small organization or are you a big organization? Do we have multiple products or are we a service-based organization? Customization, all these are things you have to have a checklist, and each one of them is going to drive your go-to-market strategy as marketeers, and that will drive how well and what kind of sales enablement should be used. And one last thing, if you're using customer success, don't think of customer success. For those of you in SaaS, don't think of customer success as only that comes towards the end. So the purpose of sales enablement is give the vision of the promised land to the customer and land the customer. But if you want to expand with that customer, it is customer success. And the beauty of customer success is it becomes sales enablement because customer success then works with marketing for your use cases. So I think when we are talking about sales enablement, customer success, marketing, let's not forget, who are we doing this for? Not the shareholder, of course the shareholder, but we are doing this actually for the customer, right? What can we do to make the life of the customer better, and how can we make it easier for our salespeople not to give excuses? I'm sorry for people in sales, but I heard once the chief marketing officer of a company say, our job is to take every excuse away from the salesperson, right? And if we work towards that, right, and we have to understand that this has to be run like a military. It cannot be that, oh, every sales director is going to say, my area, my region is different. No. At the end of the day, you have to bring discipline in
for every one of these things and technology to work. If not, you're going to have layoffs, you're going to have people questioning it, and the worst thing is all the money that you put into the technology and change management goes down the drain. So sorry about that. It's 20 years of doing research on this, by the way. So. Yeah. All right. So, do you want to name? We said we wouldn't name drop too many tools. On avait prévu de ne pas vous assommer avec, en citant des noms d'outils. Tout à l'heure, tu as parlé, you talked about Crystal Nose. I'm not sure everybody knows what Crystal Nose is. Mais on a essayé de ne pas vous assommer en disant, voilà, il y a tel outil, tel outil, tel outil, parce qu'à ce moment-là, on n'est pas sur un débat de pratique et de fond. Mais maintenant, peut-être, on pourrait citer 3 outils. Which would be the free tools? And you might want to say free tools for small organizations or large organizations, because you understand it, you explain it's different. Quels seraient les outils? Vous avez développé vos propres outils. Donc, quels seraient les logiciels, les outils qui seraient bien à utiliser? Évidemment, on va tout de suite citer Salesforce, HubSpot ou n'importe quel autre CRM. Et on va citer peut-être LinkedIn, pardon. Oui, celle-ci, absolument, celle-ci, formidable. Celle-ci, on a HubSpot, on applaudit HubSpot. Voilà, donc tout va bien. Et donc on peut citer tous les CRM, on peut citer LinkedIn, mais après ça, which other tools might you want to consider? Moi, sur la partie data, nous, on est, je pense, un étage au-dessus avant ces outils-là, et ça dépend de ce qu'on a à faire. Donc, il y a les outils qui sont fournis par les grosses plateformes de cloud. On a parlé de Bedrock chez Amazon, on a parlé de ChatGPT chez OpenAI, qui sont des outils sur lesquels nous, on développe des produits pour nos équipes, en utilisant un des premiers projets sur lesquels on est en train de s'investir, c'est l'utilisation du langage naturel pour faire de l'analyse data. Et finalement, exploser notre communauté d'utilisateurs data et donner de l'autonomie. Donc on est dans notre jeu. Après, là où on essaie de tirer le trait, c'est d'avoir des choses qu'on développe nous-mêmes, et finalement d'être capable de donner un catalogue d'outils en fonction des métiers. Et que vous soyez marketeur, financier ou commerciaux, vous n'allez pas utiliser exactement le même outil. Mais faire une liste, il y en a un qui sort toutes les 2 heures. Vous êtes vraiment sur... vous construisez vous-même. C'est ça la question. C'est, depending on the size of the organization, selon la taille de l'organisation, vous construisez vous-même ou vous achetez des outils sur étagère. En l'occurrence, vous construisez vous-même. Il faut aussi avec admettre Amazon. Que c'est une des premières technos, si ce n'est même la première, sur lequel le grand public est adressé tellement rapidement que tout le monde peut venir nous voir en nous disant tiens, j'ai une nouvelle appli que j'ai utilisée et on devrait la mettre au catalogue. Ouais. C'est un peu moins technophile qu'avant. Ouais. Je vais peut-être demander à l'organisation de nous dire combien de temps il nous reste exactement, parce que je crois qu'on est 4 minutes, 5 minutes, super. If you're a small organization, if I want to think about, if you're a small organization, what is the biggest thing that you have lack of? Salespeople. So il y a une pénurie de commerciaux, surtout dans les petites organisations. So then any kind of marketing automation tools to do lead generation. So you mentioned HubSpot, so HubSpot would be great. But it's a category, right? It's lead generation and how you do it. The second thing is sales engagement. So things like Outreach, SalesLoft would be another combined together with Zoom Info. I'm now talking about small companies. Yep. Zoom Info, donc un outil qui permet d'avoir de l'enrichissement de données à partir de vos données. Hein. Base de données énorme. The idea is to see whom am I going to be talking to. That's number 2. Number 3 is you might hear this more and more, conversation analytics. So there are companies like Gong and Allego which are more expensive. Donc, analyse des, mind if I translate a little bit? Donc des outils d'analyse des conversations comme Gong.io, comme en France on a Colity, Mojo qui font ce genre de choses. So the cheaper options might be Mojo or. C'est ce que vous faites à la Poste, l'analyse vocale. And we are actually using it right now. It is very cool. You can do a call. It's frightening. So we actually do Ça fait peur. mock sales calls, and within 5 minutes, it tells me what were the questions asked in the call. Donc il y a eu un call, ça retranscrit tout, ça vous fait la liste des questions, un compte rendu précis. What are the challenges that were discussed in the call, and the 3 a follow-up email. Yeah. Et quel email il faut envoyer par la suite? Which means then that if you don't have the time to coach your salespeople in a small organization, I think these 3 tools are going to help you immensely. All right. So again, we talk. Encore une fois, on parle de enregistrer les appels pour pouvoir. Alors la question, c'est que quand on appelle la Poste, il y a un message qui vient en disant
cet appel est susceptible d'être enregistré. Si vous n'êtes pas d'accord, appuyez sur 1 ou 2 ou 3 ou 8. Et on ne sait plus où appuyer. C'est terminé, ça, justement. C'est terminé. Justement, avec l'analyse de la voix naturelle, on n'a plus à taper 1 pour tel sujet, ou 2 ou 3, etc. Maintenant, effectivement, vous êtes orienté direct. Si vous appelez le 3634, qui est le numéro de téléphone entreprise de la Poste, B2B. Voilà. La Poste Solution Business, 36 34. Voilà. Si vous avez besoin, je sais pas, d'une solution marketing ou votre entreprise déménage, vous avez besoin ou si vous avez besoin de sujet colis, mais voilà, j'ai un sujet e-commerce, j'aimerais accéder effectivement à une offre de Colissimo. Vous le dites en fait en langage naturel au téléphone, et là vous êtes orienté directement vers le bon expert et vous n'avez plus à taper 1 ou 2 ou 3. Et ça a eu un effet très positif chez nous, par exemple. On avait un taux d'abandon des appels, parce que attendre jusqu'à 6 ou 7 pour taper, en général au bout de 10 secondes, il y a plein de gens en fait qui raccrochent. Et on avait des taux d'abandon très élevés, c'était de l'ordre de 40-50%. Et avec du coup l'utilisation du langage naturel, ce taux d'abandon des appels est passé à 15%, je crois, ce qui est encore important, mais on a diminué de x3 en fait le taux d'abandon d'appels en utilisant ces solutions d'identification et de langage naturel. Alors à la Poste, on pose la question, peut-on enregistrer? Mais moi je suis un petit sales dans une petite boîte de X personnes, je suis en visio avec quelqu'un, et comment je lui dis, puis-je me permettre d'enregistrer notre appel? C'est une vraie question. C'est une vraie question. JC Deco, tu as un sales qui est en visio avec un client. Il dit quoi? Il dit si j'enregistre l'appel, vous aurez un compte rendu très précis généré automatiquement à la fin. Puis-je me permettre d'enregistrer l'appel? Quand on est en Pour interne, mieux vous écouter, puis-je enregistrer l'appel? Quand on est en interne, on demande toujours, de toute façon, l'approbation avant de lancer l'enregistrement. Quand vous êtes en externe, la problématique du RGPD, elle va quand même être assez violente. Je ne sais pas y répondre, mais moi je suis garant de la gouvernance de la donnée, avec notre DPO. Et avant qu'on autorise tout ça, il va se passer un tout petit peu de temps. Il va se passer un moment, oui. Ouais. Okay. Un mot de conclusion, peut-être. Il nous reste 1 minute. L'avenir, il faut commencer par quoi? On commence par quoi? On commence par déjà trouver un partenaire qui va vous aider à acculturer vos équipes et à du coup développer des projets. Je pense que c'est important. Alors nous, on a encore une fois la chance d'avoir un partenaire interne, mais je pense que c'est la première étape. Et puis après, effectivement, on l'a dit, c'est identifier quels sont les points de douleur les plus importants de votre force de vente et de vos commerciaux et traiter ces sujets-là. Est-ce que c'est plutôt collecter des données? Est-ce que c'est plutôt faire des recommandations? Est-ce que c'est plutôt faire des recherches? Et une fois que vous avez identifié ces priorités, c'est commencer à faire des projets. Voilà. Donc nous, c'est comme ça qu'on a fait. On est ravis et c'est vrai que le potentiel est énorme. Voilà. Mais je n'oublie pas, et on l'a dit aussi, que tous ces outils-là, ils sont évidemment au service de nos commerciaux. Et ce qui fait avant tout la force d'une force commerciale, c'est la relation et la proximité humaine de nos équipes. Et voilà, à la Poste, la proximité humaine, c'est une de nos valeurs essentielles. Donc on n'oublie pas que c'est aussi par là que passe notre performance et notre efficacité commerciale. Voilà, j'aime mon facteur. Merci Julien Carreau, directeur de marché, commerce et industrie du groupe La Poste. De ton côté, un mot de la fin, François-Xavier? Moi, j'ai deux conseils. Invitez-nous à déjeuner, ça apprend à se connaître, et ensuite invitez-nous à vos rendez-vous si on n'y vient pas naturellement. Invitez l'IT. Ouais. Non, mais moi je suis pas l'IT. Pardon, invitez la data. Rien contre l'IT, à noter. Mais mais invitez-nous qu'on comprenne et qu'on voit comment ça se déroule. Il y a des meetings dans lesquels on est, et c'est assez simple. Et il y a une majorité. On les voit de très très loin et on ne comprend pas la difficulté du job. Alors ce débat, le marketing pendant longtemps a dit les sales sont liés au marketing, mais vous ne comprenez pas les clients, vous n'êtes pas sur le terrain. Maintenant, la visio, la téléportation en visio change ça. Vous pouvez venir à n'importe quelle réunion, 10 minutes, poser des questions et on dira pas un mot. à on 100 écoutera. clients très facilement. Donc très beau conseil, oui, que les commerciaux invitent vos équipes à venir directement parler. Okay. A few advice to maybe smaller companies as a final word. I think, donc, pardon, oui, yeah, go on. They've already said all the most important things. Use ChatGPT very carefully, because if your salespeople in small companies are using the prompts, every prompt is actually going to give information away about who you are. Alors utilisez ChatGPT de manière faites très attention car vous divulguez des informations qui sont réutilisées. So there are companies Attention that à actually la say that salespeople should not be using ChatGPT, so use it carefully. Because AI can be great, but it can also lead to a lot of headaches afterwards. I mean, if you're looking at data, you can easily imagine that that's something that you put in place. Data governance is so important.
even though you're a small company, it's even more important because if for some reason your data gets stolen or your customer's data gets stolen, you work so hard to build your reputation. So be very careful. Do not take cybersecurity lightly. I know this is not about cyber, it's about sales. But sales will do everything to get the sale. Be very careful about how you handle customer information and be very, very careful about data governance. That's the only thing I want to say. Donc, so we are in a stadium today, on est au Parc des Princes, donc c'est un travail d'équipe, it's teamwork. Everybody needs to work together, marketing, sales, data, and so on, sales ops together as well. Thank you very much. Merci beaucoup. On applaudit Julien Carreau, directeur de marché, commerce et industrie au groupe La Poste, François-Xavier Pierrel, JC Decaux, CDO, et Deva Rangarajan, professeur B2B Sales. Merci énormément. Thank you very much. Thank you. Merci à tous.